Je te souhaite la bienvenue ici. Je suis Corinne Deleneur, autrice de ce texte. Ici, mes mots quittent une page pour retrouver leur souffle, leur rythme et ma voix. Je ne me ferai plus petite pour être digeste. Il m'a fallu longtemps pour comprendre à quel point une femme peut apprendre à se diminuer sans même s'en apercevoir. Ce mouvement commence rarement par un grand renoncement. Il s'installe dans des gestes minuscules. Une phrase que l'on retient, une intuition que l'on atténue, une colère que l'on convertit trop vite en compréhension, une vérité que l'on enveloppe de précaution jusqu'à ce qu'elle perde presque toute sa force. À force, on devient experte dans l'art de rester acceptable. On sait jusqu'où parler, à quel moment sourire, quand détourner une conversation, comment transformer une certitude intérieure en hypothèse, afin que personne ne se sente remis en question. L'intensité elle-même finit par recevoir une dure discipline, comme si le vivant devait toujours passer par un filtre avant d'avoir le droit d'entrer dans le monde. J'ai connu cela. Je connais cette façon de sentir très clairement qu'une limite a été franchie, tout en cherchant encore des circonstances atténuantes à celui qui l'a franchie. Je connais la lucidité que l'on remet en doute parce qu'elle dérange l'ordre d'une relation. Je connais les mots qui restent suspendus quelque part entre le ventre et la gorge, là où le corps sait déjà ce que, l'esprit essaye encore de rendre excusable et acceptable. Et avec les années, il y a cette évidence qui s'est imposée à moi. Tout ce que l'on ravale ne disparaît jamais vraiment. Cela descend, cela s'accumule, cela devient tension, éloignement intérieur jusqu'au jour où l'on ne reconnaît presque plus la femme que l'on était avant d'apprendre à se corriger continuellement. Il existe alors dans les instances, il existe alors un moment dans l'existence, un moment presque sacré, où l'être cesse de coopérer avec son propre effacement. Et ce moment ne ressemble pas forcément à quelque chose de visible. Parfois, il tient dans une décision silencieuse, prise au milieu d'une journée ordinaire. Quelque chose se replace. Le centre de gravité change. La vie qui jusque-là semblait organisée autour de la réaction des autres recommence lentement à revenir vers son axe. Et c'est là que commence une autre matière, une autre manière d'habiter son existence. La voix retrouve une densité différente lorsqu'elle cesse de chercher l'autorisation. Les limites deviennent plus simples, car elles n'ont plus besoin d'essayer de convaincre. La lucidité cesse de se transformer en procès intérieur. Et le corps redevient ce qu'il aurait toujours dû rester, un lieu de connaissance, un territoire sacré, une chambre d'écho où le vrai et le faux produisent des vibrations radicalement différentes. Et pendant longtemps, j'ai cru que la spiritualité demandait une forme d'adoucissement permanent, comme si l'élévation devenait nécessairement la chose à atteindre, comme si cette élévation devait nécessairement passer par davantage de compréhension, davantage d'accueil, davantage de pardon. Puis, j'ai découvert une dimension du sacré dont
on parle beaucoup moins. Celle qui sait reconnaître qu'un seuil a été franchi et qui restaure l'ordre là où quelque chose a été profané. Et cette réflexion-là m'a profondément transformée. Elle m'a appris que certaines ruptures peuvent être des actes de fidélité intérieure, que certains refus possèdent davantage de vérité qu'un long discours de conciliation, et qu'il existe des moments dans la vie où l'on honore davantage l'amour en cessant de laisser entrer à l'intérieur ce qui le défigure. À partir de là, ma manière de comprendre la puissance a changé. Je n'y vois plus du tout une force tournée vers l'extérieur, ni une manière d'imposer sa volonté ou de gagner une place. La puissance qui m'intéresse aujourd'hui ressemble davantage à une cohérence retrouvée, à cette sensation qui apparaît lorsque les différentes dimensions de l'être cessent de se contredire. La pensée, le corps, l'intuition et la parole commencent alors à appartenir au même mouvement. Et il y a dans cette réunification, dans cette danse, quelque chose que je trouve profondément mystique. Comme si l'on cessait enfin d'être dispersé entre les attentes des autres, les anciens rôles, les peurs apprises et les vérités que l'on porte depuis toujours. Une énergie longtemps immobilisée revient circuler, simplement parce qu'elle n'est plus occupée à maintenir des versions de soi, devenues incompatibles avec ce que l'on est en train de devenir. Je crois que beaucoup de femmes connaissent cette dispersion, sans forcément lui donner un nom. On peut continuer à travailler, aimer, créer, sourire, répondre aux obligations quotidiennes et pourtant sentir qu'une part essentielle de soi s'est éloignée. L'existence fonctionne encore, mais elle a perdu ce petit je ne sais quoi, sa profondeur. Les gestes sont là, les relations aussi, parfois même la réussite extérieure, alors qu'au-dedans persiste la sensation d'avoir laissé quelque part un morceau de sa vérité. Et revenir à soi, ça demande alors beaucoup plus qu'un simple acte de volonté. Il faut alors retrouver la trace de ce qui a été abandonné en chemin, reconnaître les lieux où l'on a commencé à se modifier pour rester aimé, comprendre les loyautés invisibles qui continuent à nous relier à des versions anciennes de nous-mêmes. Certaines appartiennent à l'enfance, d'autres aux relations qui ont façonné notre manière de nous percevoir. D'autres encore viennent de transmissions beaucoup plus profondes, presque ancestrales, dans lesquelles la sécurité d'une femme dépendait réellement de sa capacité à se faire petite et à surtout ne pas déranger l'ordre établi. Et lorsque je pense à cela, je comprends différemment la difficulté que nous pouvons avoir à habiter pleinement notre être et notre intensité. Et il ne s'agit pas uniquement d'une question de confiance en soi. Il existe derrière nos gestes une mémoire beaucoup plus ancienne, composée de générations de femmes qui ont appris à survivre en devenant lisibles, acceptables, prévisibles, suffisamment sages pour surtout ne provoquer aucune rupture avec leur environnement. Et cette mémoire-là, elle vit encore très souvent dans le corps. Elle apparaît dans l'hésitation juste avant de dire ce que l'on pense réellement,
dans ce réflexe permanent de vérifier si notre parole risque de froisser, dans cette tendance à expliquer longuement une limite afin qu'elle semble moins brutale à appliquer. Elle se manifeste aussi lorsque l'on confond encore la réaction d'autrui avec la mesure de notre propre légitimité. Sortir de cette ancienne économie intérieure demande une autre forme de conscience. Il faut apprendre à distinguer la culpabilité qui signale une faute véritable de celle qui apparaît simplement parce que nous cessons de correspondre à une attente. Cette distinction change énormément de choses parce qu'elle permet de comprendre que certains malaises accompagnent précisément la sortie d'un ancien système toxique. Lorsqu'une femme commence à reprendre toute sa dimension, certaines relations deviennent soudainement beaucoup plus tendues. Des personnes qui semblaient parfaitement à l'aise avec elles découvrent brusquement qu'elles appréciaient surtout une version très accommodante de sa présence. Et le changement ne révèle pas uniquement qui elle devient. Il révèle aussi ce sur quoi certains liens reposaient. Cette lucidité peut être rude parce qu'elle oblige parfois à renoncer à l'image que l'on avait d'une relation. Pourtant, derrière cette perte d'illusion, apparaît aussi une forme nouvelle de liberté. On cesse progressivement de confondre proximité et profondeur, durée et vérité, habitude et amour véritable. Certains liens traversent cette transformation et deviennent plus vrais, tandis que d'autres montrent qu'ils ne savaient exister qu'à l'intérieur d'un déséquilibre. Et c'est dans ce passage que j'ai commencé à comprendre autrement la notion de sanctuaire intérieur. Je l'avais longtemps associée au silence, à la méditation, aux espaces de retrait, comme si le sanctuaire appartenait surtout à ces moments où l'on quitte le monde pour se retrouver. Aujourd'hui, je le perçois davantage comme une qualité de présence, capable de rester au milieu de la vie, au cœur des relations, des décisions, des conflits aussi, des créations et des engagements. Le sanctuaire devient alors la partie de soi que l'on refuse de profaner pour être accueilli, pour être accepté, pour être intégré et pour être aimé. Il représente ce lieu où l'on sait ce qui est juste avant de pouvoir y mettre des mots, où certaines vérités arrivent avec une évidence qui ne demande aucun raisonnement supplémentaire. C'est là que l'on reconnaît les situations qui nous dilatent et celles aussi qui nous rétrécissent, les relations qui nous rendent plus présentes à nous-mêmes et celles qui nous conduisent lentement vers une forme d'abandon intérieur. Et cette connaissance acquise, pour moi, elle porte une dimension presque oraculaire, parce que lorsqu'elle se manifeste, elle précède toujours l'esprit et toujours les mots. Et c'est là que l'on prend conscience que le corps peut comprendre l'esprit, l'intuition peut percevoir une rupture avant que l'effet ne soit pleinement visible, et une partie de nous sait parfois qu'un cycle est terminé avant que nous acceptions consciemment de le reconnaître. J'ai passé beaucoup de temps à lutter contre cette forme de connaissance lorsqu'elle remettait en question ce que j'aurais voulu préserver. Aujourd'hui, je lui accorde une autre place. Je l'écoute comme on écouterait une source d'information avec respect, sans lui demander immédiatement de produire les preuves qui rassureraient mon intellect.
Et cela ne signifie pas que chaque sensation devient une vérité absolue, mais que je refuse désormais de mépriser ce langage si subtil, simplement parce qu'il ne s'exprime pas selon les codes relationnels habituels. Et il existe dans cette écoute une forme de réconciliation. Une femme cesse de vivre coupée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle s'autorise à croire. Elle retrouve une continuité intérieure qui rend beaucoup de choses plus claires. Les décisions deviennent moins compliquées. Alors, pas parce que les situations se simplifient, mais parce qu'elle cesse de consacrer autant d'énergie à combattre ce qu'elle sait finalement déjà. Et c'est ici que ma phrase, elle prend vraiment tout son sens. Je ne me ferai plus petite pour être digeste. Elle ne parle plus seulement du regard extérieur. Elle parle de la manière dont je choisis désormais d'habiter ma propre vérité, sans la réduire, avant même qu'elle ne rencontre le monde. Et je ne veux plus arriver devant ma propre vie avec, une version édulcorée, une version moins vivante de moi-même. Je désire y entrer entière avec les couches visibles et invisibles qui me constituent, avec cette profondeur qui ne satisfait jamais longtemps de la surface, avec cette façon de sentir les mouvements souterrains des choses, avec la part mystique qui est là, présente, derrière mon apparence. Parce que cette intensité, chez moi, elle a longtemps été traitée comme une difficulté à gérer. Je la regarde maintenant comme une capacité de perception. Elle m'oblige à aller loin, parfois trop loin pour certains. Mais c'est précisément dans ces profondeurs que moi je rencontre ce qui donne du sens à ma vie. J'y trouve les passages entre ce qui meurt et ce qui commence, les mouvements de transformation qui précèdent les grandes décisions, les vérités qui n'apparaissent qu'après avoir traversé plusieurs couches de ce silence. Et je ne souhaite plus vivre à la surface de moi-même. Cette décision implique forcément que tout le monde ne puisse pas me suivre dans les mêmes profondeurs. Et cela ne constitue plus un drame. Cela ne constitue plus ni rejet, ni abandon. Certaines personnes aimeront une version plus légère du monde. D'autres auront besoin de territoires différents. Et la compatibilité n'est pas une mesure de valeur. Ce qui compte désormais, c'est de ne plus confondre l'incapacité de quelqu'un à me recevoir avec une raison de me réduire. Et vous voyez, cette bascule, elle est merveilleuse. Dès lors que cette confusion, elle cesse d'exister, le rapport à soi devient beaucoup plus paisible. On ne transforme plus chaque désaccord en remise en question de son identité. On peut entendre un autre point de vue sans quitter son axe, recevoir une critique sans se désintégrer, constater qu'une relation ne convient plus sans chercher immédiatement un coupable. Et cette stabilité intérieure, elle me semble infiniment plus précieuse que l'image d'une femme forte. Je n'ai aucune envie de devenir une figure rigide, inaccessible, ou enfermée dans sa propre certitude. Pour moi, la vraie profondeur demande au contraire une grande capacité de mouvement, parce qu'elle sait que l'être vivant change, apprend, se transforme, se trompe parfois, et découvre constamment des nouvelles dimensions de lui-même. Ma souveraineté ne repose donc pas
sur l'idée d'avoir toujours raison. Elle repose sur la décision de ne plus m'abandonner lorsque l'incertitude arrive. Je peux réexaminer une perception sans me mépriser. Je peux reconnaître une erreur sans perdre ma dignité. Je peux changer de direction sans considérer que tout ce qui précédait était faux. Et il existe aussi une différence immense entre évoluer, cheminer et se renier. Et c'est cette différence que je veux préserver. Parce que l'amour de soi, tel que je le comprends aujourd'hui, n'a rien d'une admiration permanente pour sa propre personne. Il ressemble davantage à une fidélité presque sacramentelle à ce noyau intérieur que la vie transforme sans jamais totalement l'effacer. On peut traverser des ruptures, des pertes, des deuils, des rejets, des abandons, des renaissances, des identités successives et pourtant sentir qu'une présence reste au cœur de tout cela. Et je crois que c'est elle que je cherchais en fait depuis le début. Pas une version idéale de moi-même, pas une femme parfaite, pas une figure de puissance figée dans une posture, mais cette présence qui reste lorsque les rôles tombent, lorsque les regards extérieurs cessent d'avoir le dernier mot, lorsque l'on ne peut plus se cacher derrière les identités que l'on s'était construites pour 1 milliard de raisons. Elle ressemble à un centre un peu silencieux, un lieu depuis lequel la vie peut être regardée avec davantage de clarté. Et c'est au fond ce que j'appelle le sacré, ce qui rend la vie plus vivante, ce qui nous rassemble plutôt que de nous disperser, et ce qui nous rend plus conscientes de ce que nous faisons de notre temps, de notre énergie, de notre corps, de notre parole, de nos relations. Le sacré n'a plus besoin d'être séparé du quotidien. Il apparaît dans la manière dont on pose une limite, dont on choisit une relation et dont on quitte un espace devenu stérile, dont on ose donner forme à ce qui cherche depuis longtemps en fait à naître. Et il apparaît aussi dans le fait de cesser de sacrifier sa vérité pour maintenir une paix qui ne repose finalement que sur notre silence. Et je ne veux plus de cette paix-là. Je ne veux plus de ça. Je désire une paix capable de supporter la vérité. Une paix assez grande pour accueillir la différence, l'intensité, le désaccord, le chaos, la magie et la transformation. Une paix qui n'exige pas que je devienne moins présente à moi-même. C'est vers cette paix que je marche aujourd'hui. Qu'elle vienne d'un lieu si enraciné qu'elle n'ait plus besoin d'agitation, qu'elle puisse être douce lorsqu'elle rencontre la douceur, tranchante lorsque la vérité l'exige, silencieuse lorsque parler ne servirait qu'à nourrir un conflit stérile. Et cette liberté de modulation, elle me paraît plus précieuse que cette obligation de toujours être forte. Alors, je ne me ferai plus petite pour être digeste. Et je refuse désormais de considérer ma profondeur et mon intensité comme des excès à corriger. Je préfère apprendre à les porter avec davantage de justesse, à leur donner une forme qui puisse traverser le monde sans les mutiler, et à reconnaître les lieux capables de les accueillir, et ceux auxquels, elles ne pourront jamais appartenir. Certaines portes resteront fermées, d'autres s'ouvriront, et je n'ai plus besoin de forcer les premières, ni de supplier qu'on me laisse entrer. La vie devient étonnamment différente lorsqu'on cesse de vouloir appartenir partout. Elle devient plus juste, plus exacte. Les rencontres gagnent en vérité, en qualité. La création devient plus dense, plus magique, et la parole, elle descend davantage dans le corps.
Et peu à peu, une femme découvre qu'elle peut avancer sans laisser derrière elle des morceaux d'elle-même à chaque fois qu'elle change de pièce. Voilà ce que je choisis aujourd'hui. Traverser ma vie entière avec ma hauteur réelle, ma profondeur réelle, et cette part de mystère qui ne sera jamais entièrement traduisible, sans oublier l'humilité. J'avance avec la conscience que tout le monde ne me comprendra pas, sans que cela n'enlève quoi que ce soit à ce qui est vécu par moi. Je ne désire plus être une version commode de moi-même. Je veux être une présence vraie. Je veux respirer, danser, chanter, rester immobile parfois. Et je désire être une présence qui n'a plus besoin de se contracter avant d'entrer dans le monde. Et si ma vérité dérange parfois, je laisserai désormais cette friction accomplir son œuvre sans courir immédiatement la neutraliser. Car certaines vérités ont besoin de rencontrer une résistance avant de pouvoir ouvrir un passage. La mienne a suffisamment attendu. Aujourd'hui, je l'ai rends sa place. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce texte aura pu éveiller quelque chose en vous. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de mes textes sur ma page Facebook au format texte, mais certains d'entre eux également au sein de quelques-uns de mes livres, et poursuivre ainsi la traversée grâce aux liens placés dans la description. Je tiens à préciser que ce texte et cet enregistrement sont protégés par le droit d'auteur. Merci de respecter leurs sources, leur intégrité et la voix qui les porte. À tout bientôt pour une nouvelle lecture.